Salut, salut, salut. Bienvenue à toutes et à tous sur Talk Paris. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Bienvenue sur la chaîne. D'accord, Guillaume. Laisse-moi te poser une question. Et c'est une question très sérieuse. Oh non, quand tu dis que c'est une question sérieuse, je commence à être un peu nerveux. Non, non, ne sois pas nerveux. Voici ma question. Est-ce que tu as déjà beaucoup parlé sans vraiment rien dire? Oh, waouh, oui, ça m'est déjà arrivé, de nombreuses fois. Est-ce que tu as déjà participé à une conversation et, une fois qu'elle était terminée, tu t'es demandé « Attends, est-ce que j'ai bien expliqué les choses? Est-ce que la personne m'a compris ?» Oh, Coralie, ça m'arrive tout le temps, surtout au travail. Et est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un, peut-être une seule fois, et pensé « Waouh, cette personne est incroyable !» Elle explique les choses avec beaucoup de clarté. Elle écoute vraiment bien. J'aimerais lui parler à nouveau. Oui, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça, et c'est une sensation merveilleuse. D'accord. Aujourd'hui, nous allons donc parler de cela. Nous allons parler de la manière de devenir un meilleur communicant. Oui, et cela ne concerne pas seulement le français, tout le monde. Bien communiquer est une compétence qui peut changer votre vie. Cela peut vous aider au travail. Cela peut vous aider avec vos amis. Cela peut vous aider dans votre famille. Cela peut vous aider partout. Alors, restez avec nous, parce que la conversation d'aujourd'hui, je vous le promets, va être très utile. Allons-y, Guillaume. Commençons par le début. Qu'est-ce que la communication? Bonne question, Coralie. La communication, c'est la manière dont nous partageons des informations, nos idées et nos sentiments. Donc, quand je te parle en ce moment, c'est de la communication? Exactement. Quand tu parles, c'est de la communication. Quand tu écris un message, c'est de la communication. Quand tu écoutes, oui, écouter fait aussi partie de la communication. Oh, j'aime beaucoup cette idée. Écouter, c'est aussi communiquer. Je n'y avais jamais pensé de cette manière. Beaucoup de gens pensent que la communication consiste uniquement à parler. Mais en réalité, l'écoute est peut-être la partie la plus importante. Vraiment? Pourquoi? Parce que si tu parles, mais que personne ne t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Rien. Le message n'arrive pas. Exactement. Communiquer, ce n'est pas seulement envoyer un message, c'est aussi recevoir un message. Ces deux actions réunies, c'est cela, la vraie communication. D'accord. Nous devons donc envoyer et recevoir. J'ai compris. Maintenant, laisse-moi te poser une question, Coralie. Est-ce que tu penses être une bonne communicante? Je pense que parfois oui, et parfois non. Cela dépend de la situation. C'est très honnête. Et en réalité, je pense que la plupart des gens sont comme ça. Et toi, Guillaume, est-ce que tu es un bon communicant? J'essaye de l'être, mais je fais aussi des erreurs. Parfois, je parle trop vite. Parfois, j'utilise des mots trop compliqués. Oh oui, je le remarque parfois. J'ai envie de te dire, Guillaume, ralentis un peu. Oui, je sais. Et c'est justement cela qu'il faut comprendre. Bien communiquer est un voyage. Nous pouvons toujours nous améliorer. J'adore cette idée. C'est un voyage. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Pas du tout. Nous devons simplement continuer à apprendre et continuer à pratiquer. Et c'est exactement pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui pour pratiquer ensemble. Exactement. Parlons donc de la première grande compétence d'un excellent communicant. D'accord, tout le monde. Compétence numéro 1, vous êtes prêts? Je suis prêt. Dis-moi. La compétence numéro 1, c'est l'écoute. Mais pas n'importe quelle écoute, l'écoute active. L'écoute active? Qu'est-ce que cela signifie? Active comme quand on fait du sport. Un peu. L'écoute active signifie que tu fais vraiment attention. Tu n'attends pas simplement ton tour pour parler. Oh, je pense comprendre ce que tu veux dire. Parfois, les gens donnent l'impression d'écouter, mais en réalité, ils réfléchissent seulement à ce qu'ils vont dire ensuite. Oui, exactement. Ce n'est pas de l'écoute active. C'est de l'écoute passive, ou peut-être même pas de l'écoute du tout. C'est tellement vrai, je l'ai déjà fait. Je suis un peu gêné de le reconnaître, mais oui. Nous l'avons tous déjà fait. Mais l'écoute active est différente. Lorsque tu écoutes activement, tu te concentres complètement sur l'autre personne. Comment pouvons-nous faire cela? Excellente question. Laisse-moi t'expliquer. Premièrement, regarde la personne. Établis un contact visuel. Montre-lui que tu es présent. Donc, il faut poser son téléphone, arrêter de regarder autour de soi et se concentrer sur la personne. Exactement. Deuxièmement, montre que tu écoutes. Tu peux utiliser de petites expressions comme « oui »,« je vois »,« vraiment »
D'accord, continue. Oh, donc de petits mots comme vraiment ou je vois peuvent aider? Énormément. Ils disent à l'autre personne « Je t'entends, je suis avec toi ». Continue à parler. C'est magnifique. De petits mots, mais un grand effet. Oui, de petits mots, mais un grand effet. J'aime beaucoup cette phrase, Guillaume. Merci. Je viens juste de l'inventer. Troisièmement, n'interromps pas la personne. Laisse-la terminer avant de parler. Oh, c'est difficile pour moi. Parfois, je suis enthousiaste et j'ai envie de dire quelque chose immédiatement. Oui, je sais. Beaucoup de gens font cela. C'est naturel, mais il est important d'attendre. Pourquoi est-ce un problème d'interrompre quelqu'un? Parce que lorsque tu interrompes une personne, elle peut avoir l'impression que ce qu'elle dit ne t'intéresse pas. Elle peut penser que tu veux seulement parler de toi-même. Aïe, je comprends. Même si je ne veux pas être impoli, cela peut sembler impoli. Exactement. Nous attendons donc. Nous laissons la personne terminer, puis nous répondons. D'accord. L'écoute active, c'est regarder la personne, utiliser de petites paroles encourageantes et ne pas l'interrompre. Résumé parfait. Guillaume. Merci. J'écoutais activement. Oui, c'est vrai. Et il y a encore une chose. Lorsque la personne a terminé, pose une question ou répète une partie de ce qu'elle a dit. Oh, pourquoi? Parce que cela lui montre que tu l'as vraiment entendu. Par exemple, si quelqu'un dit « Je suis stressé parce que j'ai une réunion importante demain », tu peux répondre « Oh, une réunion importante ? De quoi allez-vous parler pendant cette réunion ?» Oh, j'aime beaucoup. Tu reprends ce que la personne a dit, puis tu développes. Tu poses une autre question. Oui, tu montres ton intérêt. Et les gens apprécient énormément cela. Tout le monde aime avoir le sentiment d'être écouté. Tout le monde veut se sentir écouté. C'est tellement vrai. Alors, souvenez-vous, écoutez activement, faites attention, utilisez de petites expressions, n'interrompez pas et posez des questions pour montrer que la personne compte pour vous. Répétons cela lentement ensemble. Vous êtes prêts? L'écoute active. L'écoute active. Écoutez avec toute votre attention. Écoutez avec toute votre attention. Très bien. Passons à la compétence numéro 2. D'accord. Coralie. Compétence numéro 2. Dis-moi. La compétence numéro 2 consiste à parler clairement et simplement. Oh, j'aime beaucoup celle-ci. Parce que certaines personnes essayent parfois de parler d'une manière très compliquée. Et je finis par me perdre. Oui, et voici une vérité que beaucoup de personnes ignorent. Utiliser un langage compliqué ne signifie pas que vous êtes intelligent. Utiliser un langage clair montre que vous êtes intelligent. Waouh! Répète cela, Coralie. C'est important. D'accord. Utiliser un langage compliqué ne signifie pas que vous êtes intelligent. Utiliser un langage clair montre que vous êtes intelligent. Oui. Si vous employez des mots très longs et très difficiles, mais que personne ne vous comprend, à quoi cela sert-il? Exactement. Le but de la communication est que l'autre personne vous comprenne. Si elle ne vous comprend pas, la communication a échoué. Donc, parler clairement et utiliser des mots simples est en réalité le meilleur choix. Toujours. Maintenant, comment pouvons-nous parler clairement ? Explique-nous. Premièrement, parler à une vitesse adaptée. Pas trop vite, pas trop lentement, mais à un rythme confortable. Oh, et je pense que beaucoup d'entre nous parlent très vite lorsqu'ils sont nerveux, n'est-ce pas? Oui. Lorsque nous sommes nerveux, les mots sortent comme ceci. « Oh, bonjour, comment allez-vous » Moi, ça va très bien, merci, je suis heureuse de vous voir. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? C'est exactement moi. Quand je suis nerveux, je parle, et je n'arrive plus à m'arrêter. Et personne ne comprend quoi que ce soit. Rien. Zéro. Alors, prenez une respiration, ralentissez et donnez aux autres le temps de comprendre vos mots. Respirer et ralentir. J'ai compris. Deuxièmement, utilisez des phrases courtes. Ne mettez pas toutes vos idées dans une seule phrase. Peux-tu nous donner un exemple? Bien sûr. Voici une phrase longue et confuse, je pensais que peut-être, si le temps est agréable, si mon ami est disponible, si nous trouvons un endroit sympathique qui n'est pas trop cher et qui propose de bons plats, alors nous pourrions peut-être nous voir samedi ou éventuellement dimanche. Oh là là. Je me suis perdu dès le mot peut-être. Exactement. Mais voici une manière plus claire d'exprimer la même chose, je veux voir mon ami ce week-end. Peut-être samedi, peut-être dimanche. Nous voulons trouver un bon restaurant qui ne soit pas trop cher. Oh, c'est tellement plus facile. Des phrases courtes, une seule idée à la fois. Exactement. Une seule idée à la fois. C'est la clé. Une seule idée à la fois. Répétons lentement, tout le monde. Une seule idée à la fois. Une seule idée à la fois.
Ne mettez pas 5 idées dans une seule phrase. Ne mettez pas 5 idées dans une seule phrase. Très bien. Troisièmement, vérifiez que les autres vous comprennent. Oh, comment pouvons-nous faire cela? Vous pouvez demander « Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me suivez ?» Ou simplement « Tout va bien jusqu'ici ?» Oh, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est clair? Est une question amicale. Ce n'est pas impoli. Exactement. Cela montre que vous vous intéressez à l'autre personne. Vous voulez qu'elle comprenne, vous ne voulez pas simplement parler. Et si la personne répond « Non, je ne comprends pas », Alors, vous expliquez à nouveau, mais d'une autre manière. Vous pouvez donner un exemple ou utiliser des mots plus simples. donc vous ne vous mettez pas en colère et vous ne répétez pas exactement la même chose en parlant plus fort. Oh oui, certaines personnes font cela. Quelqu'un dit « je ne comprends pas » et l'autre personne répète exactement la même phrase, mais beaucoup plus fort. Cela n'aide pas. Non, cela n'aide pas du tout. Parler plus fort ne signifie pas parler plus clairement. Exactement. Trouvez une nouvelle manière d'expliquer. Utilisez une histoire, un exemple ou vos mains. Trouvez un autre chemin. J'adore cette idée. Trouver un autre chemin. Parlez donc à une vitesse adaptée, utilisez des phrases courtes et vérifiez que les autres vous comprennent. Simple et puissant. J'adore. Bonjour à tous. Faisons une petite pause. Si vous aimez cette conversation et si vous apprenez aujourd'hui quelque chose d'utile, cliquez sur le bouton j'aime. Cela nous aide vraiment. Et si vous êtes nouveau sur Talk Paris, bienvenue. Nous créons chaque semaine des conversations pour vous aider à apprendre le français. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. C'est gratuit et cela peut beaucoup vous aider à améliorer votre français. Un simple clic, puis nous continuons. D'accord, revenons à notre sujet. Compétence numéro 3. D'accord, Coralie. Quelle est la compétence numéro 3? La compétence numéro 3 consiste à montrer de l'empathie. L'empathie. Répétons lentement. L'empathie. 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 Qu'est-ce que cela signifie? L'empathie signifie que vous comprenez ce que ressent une autre personne. Vous vous mettez à sa place. Se mettre à la place de quelqu'un. J'aime beaucoup cette expression. Que signifie-t-elle exactement? Cela signifie que vous imaginez être dans la situation de cette personne. Vous imaginez sa vie. Vous essayez de ressentir ce qu'elle ressent. Donc, si mon ami est triste parce qu'il a perdu son travail, l'empathie ne consiste pas seulement à dire « Oh, c'est dommage ». L'empathie consiste vraiment à penser « Cette situation doit être très difficile pour lui ». Exactement. Vous ressentez les choses avec la personne, pas seulement pour elle. Il y a une différence. Quelle est la différence? Ressentir quelque chose pour une personne, c'est comme l'observer à distance. Ressentir quelque chose avec elle, c'est comme rester debout à ses côtés. Oh, c'est une très belle manière de l'expliquer. Et l'empathie change complètement la communication. Parce que lorsque les gens sentent que vous les comprenez, ils vous font confiance. Ils s'ouvrent à vous. Ils veulent parler davantage avec vous. Oui, j'ai des amis comme ça. Des amis qui me comprennent vraiment. Je me sens toujours très à l'aise lorsque je leur parle. C'est l'empathie en action. Alors, comment pouvons-nous montrer de l'empathie? Que pouvons-nous dire? Excellente question. Laisse-moi te donner quelques exemples. Imaginons qu'un ami dise « Je suis vraiment fatigué. Je travaille tous les jours depuis 2 semaines. » D'accord. Que dois-je lui répondre? Tu pourrais dire 2 semaines sans un seul jour de repos? Cela semble vraiment épuisant. Est-ce que tu vas bien? Oh, tu répètes les mots importants, 2 semaines, et tu nommes l'émotion ou la sensation épuisant. Oui, tu montres que tu as entendu la personne et que tu comprends ce qu'elle ressent. D'accord. Laisse-moi essayer avec un autre exemple. Une personne dit « J'ai eu une terrible dispute avec ma sœur. Je suis vraiment bouleversé. » Parfait. Que réponds-tu? Je pourrais dire une dispute avec ta sœur? Cela a dû être vraiment difficile. Je suis désolé que tu te sentes comme ça. Guillaume, c'était parfait. Vraiment? Tu as répété le détail important, tu as nommé le sentiment, et tu as montré que la personne comptait pour toi. C'est un exemple parfait d'empathie. Un exemple parfait d'empathie, j'accepte le compliment. Maintenant, réfléchissons à ce qu'il ne faut pas faire. Quel est le contraire de l'empathie? Le contraire? Peut-être ne pas se soucier des autres, être froid? Oui, ou proposer immédiatement une solution sans avoir d'abord écouté la personne. Oh, donne-nous un exemple. D'accord. Ton ami dit « Je suis vraiment fatigué. Je travaille depuis 2 semaines sans interruption. » Et tu réponds « Eh bien, tu devrais aller te coucher plus tôt. » Oh non, cela n'aide pas du tout. Exactement. La personne n'a pas demandé de conseil.
Elle veut d'abord avoir le sentiment d'être comprise. Donc, nous montrons d'abord de l'empathie. Puis, si la personne nous demande un conseil, nous lui en donnons un. Exactement. D'abord l'empathie, ensuite les solutions. Toujours. D'abord l'empathie, ensuite les solutions. Répétons cela. D'abord l'empathie. D'abord l'empathie, Ensuite les solutions. ensuite les solutions. Comprenez d'abord le sentiment, puis proposez votre aide. Comprenez d'abord le sentiment, puis proposez votre aide. Très bien, tout le monde. Compétence numéro 4. Celle-ci est très importante, et je pense que les gens n'en parlent pas assez. Oh, je suis curieux. De quoi s'agit-il? La compétence numéro 4 consiste à poser de bonnes questions. Poser des questions? Mais tout le monde pose des questions, n'est-ce pas? C'est vrai, mais il existe une grande différence entre une bonne question et une mauvaise question. Vraiment? Qu'est-ce qu'une mauvaise question? D'accord, laisse-moi te donner un exemple. Imagine que je te dise « Salut Guillaume, comment s'est passé ton week-end ?» Et je réponds. Bien. Exactement. Bien. La conversation est morte. Elle s'est arrêtée. Oui, bien est le mot qui tue la conversation. Le mot qui tue la conversation. J'adore cette expression. Mais maintenant, imagine que je pose une autre question, Guillaume. Quelle a été la meilleure partie de ton week-end ? Oh, cette question est plus intéressante. Je dois vraiment réfléchir avant de répondre. Exactement. Tu ne peux pas seulement répondre « bien », tu dois dire quelque chose de réel et de précis. Donc, la question est plus ouverte. Elle ouvre une porte. Oui, c'est l'idée principale. Les bonnes questions ouvrent des portes. Les mauvaises questions ferment des portes. Les questions ouvertes et les questions fermées. Peux-tu expliquer cela plus précisément? Bien sûr. Une question fermée appelle une réponse simple, oui, non ou un seul mot. Par exemple, est-ce que tu as mangé? Et la réponse est oui ou non. Exactement. La conversation peut s'arrêter là. Mais une question ouverte demande une réponse plus longue. Par exemple, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Maintenant, je dois expliquer ce que j'ai mangé. Exactement. Tu pourrais répondre « Oh, j'ai préparé des pâtes pour la première fois ». Et nous pouvons alors avoir une vraie conversation sur la cuisine. Tout cela grâce à une seule question. Une bonne question peut ouvrir de nombreuses portes. Oui, et voici quelque chose que j'adore. Les bonnes questions montrent que vous vous intéressez à l'autre personne. Et les gens apprécient cela. Ils aiment que quelqu'un s'intéresse sincèrement à eux. Sincèrement, c'est un mot intéressant. Cela signifie réellement, véritablement, sans faire semblant et pas seulement pour être poli. Être sincèrement intéressé. Être sincèrement curieux. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de bonnes questions ouvertes que vous pouvez utiliser dans de vraies conversations. Oui, je veux les entendre. Au lieu de demander « Comment vas-tu ?», vous pouvez demander « À quoi penses-tu beaucoup en ce moment ?» Oh, c'est intéressant. À quoi penses-tu? C'est une question plus profonde. Au lieu de demander « Est-ce que tu as aimé le film ?», vous pouvez demander « Qu'est-ce que tu as pensé du film ?» C'est mieux. Maintenant, je dois partager mon opinion. Au lieu de demander « Est-ce que c'était difficile ?», vous pouvez demander « Quelle a été la partie la plus difficile ?» Oh, waouh. Quelle a été la partie la plus difficile? C'est beaucoup plus intéressant. Je dois réfléchir et partager quelque chose. Et cela montre que vous vous intéressez aux détails de l'expérience de l'autre personne. J'ai envie d'essayer. Laisse-moi te poser une bonne question ouverte. Coralie. Vas-y. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre le français et d'enseigner la communication en français? Oh, c'est une excellente question. Merci. Une question ouverte. Honnêtement, je n'ai pas toujours été une bonne communicante. Quand j'étais jeune, j'étais très timide. J'avais du mal à exprimer mes idées et mes sentiments, et je voulais changer cela. Tu vois? C'est une vraie réponse. C'est une belle réponse. Parce que j'ai posé une bonne question. Exactement. La qualité de vos questions détermine la qualité de vos conversations. Waouh. Répète cela. La qualité de vos questions détermine la qualité de vos conversations. C'est une idée très puissante. Répétons-la lentement. La qualité de vos questions La qualité de vos questions détermine la qualité de vos conversations. détermine la qualité de vos conversations. Souvenez-vous de cela. Posez de bonnes questions, des questions ouvertes et des questions sincères. D'accord, Coralie. Compétence numéro 5. De quoi s'agit-il? La compétence numéro 5 consiste à utiliser le langage corporel. Le langage corporel, oui. C'est très important. Et je pense que beaucoup de personnes l'oublient. C'est vrai,
Parce que la communication ne dépend pas seulement des mots. Nous communiquons énormément de choses sans utiliser un seul mot. Vraiment? Quelle quantité d'informations communiquons-nous ainsi? Certains spécialistes estiment qu'une grande partie de la communication passe par le langage corporel. Une grande partie? Seulement grâce à notre corps? Oui, réfléchis. Tu peux dire « je vais bien », mais si tes épaules sont basses, si tu regardes le sol et si ton visage semble triste, que vont croire les gens? Ils vont croire le corps, pas les mots. Exactement. Le corps ment difficilement, ou il est au moins très difficile de le faire mentir. Quels sont donc les principaux éléments du langage corporel que nous devons connaître? Examinons-les. Premièrement, la posture, c'est-à-dire la manière dont vous tenez votre corps. La posture, comme se tenir droit. Oui. Lorsque vous êtes assis ou debout avec le dos droit et les épaules légèrement en arrière, vous semblez confiant, ouvert et prêt à communiquer. Et si vous êtes courbé, avec les épaules rentrées et la tête baissée? Vous pouvez sembler nerveux, fermé ou désintéressé, même si vous ne vous sentez pas réellement comme cela. Une bonne posture améliore donc votre communication avant même que vous prononciez un seul mot. Avant même de prononcer un seul mot. Deuxièmement, les expressions du visage. Oui, notre visage montre énormément de choses. Un sourire, un froncement de sourcils, des sourcils levés ou une expression confuse. Un sourire est très puissant. Un sourire sincère et naturel aide les autres à se sentir bienvenus et à l'aise. Et un sourire sincère est différent d'un faux sourire, n'est-ce pas? Oui, un vrai sourire atteint les yeux. Vos yeux sourient également. Un faux sourire se limite souvent à la bouche. Comme cela? Est-ce que mon sourire paraît sincère? Je ne peux pas te voir, mais j'espère que oui. Tout le monde à la maison, entraînez-vous à sourire naturellement. Cela compte. Oui, entraînement au sourire. D'accord. Quelle est la suite? Troisièmement, les gestes, c'est-à-dire les mouvements de vos mains. Oh, certaines personnes utilisent beaucoup leurs mains lorsqu'elles parlent, comme moi. Oui, et c'est une bonne chose. Utiliser vos mains peut aider les gens à mieux vous comprendre. Cela rend vos paroles plus vivantes et plus intéressantes. Mais il ne faut pas non plus faire des gestes complètement exagérés. Trop de mouvements peuvent distraire. Exactement. Il faut trouver un équilibre. Les gestes naturels sont utiles. Les grands mouvements sauvages dans toutes les directions, peut-être un peu moins. D'accord. Quoi d'autre? Quatrièmement, le contact visuel. Regardez la personne à qui vous parlez. Nous en avons aussi parlé dans la partie sur l'écoute. Le contact visuel est très important. Oui, le contact visuel montre du respect et de la confiance. Il dit « Je te vois. Tu as toute mon attention. » Mais il ne faut pas non plus regarder la personne sans arrêt. Cela peut devenir étrange. Exactement. Si vous fixez quelqu'un sans cligner des yeux, cela peut être un peu effrayant. Oui, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Utilisez un contact visuel naturel. Regardez la personne, détournez parfois les yeux, puis regardez-la à nouveau. Restez naturel. Naturel, c'est le mot important. Et cinquièmement, la distance physique, c'est-à-dire la distance que vous gardez lorsque vous parlez à quelqu'un. Oh oui. Cela change selon les cultures. C'est tout à fait vrai. Dans certaines cultures, les gens se tiennent très près lorsqu'ils parlent. Dans d'autres cultures, ils ont besoin de davantage d'espace. Il faut donc faire attention. Ne vous placez pas trop près si la personne semble mal à l'aise. Observez son langage corporel. Si elle recule, elle a probablement besoin de davantage d'espace. Donnez-lui cet espace. Communiquer, c'est aussi respecter le confort de l'autre personne. C'est très bien dit. Le langage corporel comprend donc la posture, les expressions du visage, les gestes, le contact visuel et la distance physique. Tout cela sans prononcer un seul mot. Sans prononcer un seul mot. D'accord, Guillaume. Compétence numéro 6. Celle-ci est un peu délicate. Oh, délicate. J'aime les choses délicates. Explique-nous. La compétence numéro 6 consiste à s'affirmer. 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 Qu'est-ce que cela signifie? S'affirmer signifie s'exprimer honnêtement. Vous dites ce que vous pensez et ce que vous ressentez, mais vous le faites avec gentillesse et respect. Vous êtes donc honnête et gentil en même temps. Exactement. C'est une question d'équilibre. Beaucoup de personnes vont vers un extrême ou vers l'autre. Quels sont ces deux extrêmes? Le premier extrême consiste à être passif. Une personne passive ne dit jamais ce qu'elle pense vraiment. Elle est toujours d'accord, même lorsqu'elle n'est pas d'accord. Elle ne dit jamais non, même lorsqu'elle veut dire non. Oh, je pense connaître des personnes passives. Elles disent toujours oui, oui, oui. Mais à l'intérieur, elles pensent non, non, non. Oui, et cela crée du stress et du ressentiment.
Avec le temps, elles deviennent frustrées, et la relation commence à souffrir. Parce que les sentiments sincères restent cachés. Ils ne sortent jamais. Exactement. Le deuxième extrême consiste à être agressif. Que signifie être agressif dans la communication? Cela signifie que vous dites ce que vous pensez, mais sans gentillesse. Vous ne respectez pas les sentiments de l'autre personne. Vous êtes dur, et parfois même impoli. L'agressivité, c'est donc de l'honnêteté sans gentillesse. C'est surtout trop de force. Et la communication agressive abîme les relations. Les gens se sentent attaqués et deviennent défensifs. Nous ne voulons donc pas être passifs. Et nous ne voulons pas être agressifs. Nous voulons être affirmés. Exactement. Juste au milieu, honnête et gentil. Comment pouvons-nous faire cela? Comment pouvons-nous nous affirmer? Excellente question. Un outil très utile pour communiquer de manière affirmée s'appelle le message en « je ». Le message en « je ». Explique-nous cela. Au lieu de dire « tu fais toujours cela » ou « tu m'as fait me sentir mal », vous dites « je ressens cela » ou « je pense cela ». Oh, donc au lieu d'accuser l'autre personne, vous exprimez vos propres sentiments. Exactement. Imaginons que votre ami arrive toujours en retard. Vous êtes frustré et vous voulez lui en parler. La manière passive serait « Oh, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, même si c'est réellement un problème. » La manière agressive serait « tu es tellement irresponsable, tu es toujours en retard, tu ne respectes jamais mon temps ». Aïe, c'est très dur. La manière affirmée serait « quand tu arrives en retard, je me sens un peu frustré. Il est important pour moi d'être à l'heure. Est-ce que nous pouvons en parler ?» Oh, c'est complètement différent. C'est honnête, mais aussi calme et respectueux. Et l'autre personne ne se sent pas attaquée. Elle comprend que vous voulez résoudre le problème ensemble. Ensemble. C'est le mot essentiel. Oui. La communication affirmée parle de nous, pas de moi contre toi. Laisse-moi m'entraîner. Est-ce que je peux essayer de créer un message en jeu? Bien sûr. D'accord. Imaginons qu'un collègue s'attribue le mérite de mon travail. Je suis contrarié. Je vais répondre d'une manière affirmée. Vas-y. Lorsque tu présentes mes idées comme si elles étaient les tiennes, je me sens sous-estimé et frustré. J'aimerais que nous partagions le mérite du travail que nous réalisons ensemble. Guillaume, c'était incroyable. Merci. Et cela m'a fait du bien de le dire. C'est l'un des avantages de la communication affirmée. Elle fait du bien. Vous dites honnêtement et gentiment ce que vous avez besoin de dire, et vous ne gardez plus ce poids à l'intérieur. C'est comme se libérer d'un poids. Exactement, se libérer d'un poids. J'aime beaucoup cette image. Répétons maintenant lentement la structure du message en jeu. Je me sens... Je me sens... Lorsque cela se produit. Lorsque cela se produit. J'aimerais... Utiliser cette structure. Elle peut changer vos conversations. D'accord. Coralie. J'ai l'impression que nous avançons vers quelque chose de très important. Quelle est la compétence numéro 7? La compétence numéro 7 consiste à gérer calmement les conversations difficiles. Oh, c'est une compétence importante, parce que personne n'aime les conversations difficiles. Personne ne les aime, mais elles font partie de la vie. Les disputes, les désaccords et les malentendus arrivent. Ils arrivent à tout le monde. Oui, mais la différence entre un bon communicant et un communicant moins efficace apparaît dans la manière de gérer ces moments. Que fait un bon communicant? Premièrement, il reste calme, même lorsqu'il se sent contrarié. C'est difficile. Quand je suis contrarié, j'ai envie de parler vite et de tout dire en même temps. Je sais, mais lorsque nous parlons sous l'effet de l'émotion, de la colère, de la peur ou de la frustration, nous disons souvent des choses que nous regrettons ensuite. Des choses que nous regrettons, oui. Nous pensons ensuite, je ne voulais pas dire cela, mais mes paroles sont mal sorties. Prenez donc une respiration, même pendant seulement quelques secondes. Laissez les émotions se calmer un peu, puis parlez. Respirez et laissez les émotions se calmer. Deuxièmement, écoutez pour comprendre, pas pour gagner. Oh, waouh, c'est très puissant. Écoutez pour comprendre, pas pour gagner. Pendant une dispute, beaucoup de personnes n'écoutent pas vraiment. Elles préparent déjà leur prochain argument. Elles veulent gagner. Elles veulent prouver qu'elles ont raison. Mais la communication n'est pas une compétition. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de comprendre. Et peut-être de trouver une solution ensemble. Exactement. Même pendant une conversation difficile, essayez d'écouter réellement l'autre personne. Que ressent-elle? De quoi a-t-elle besoin? Même si vous n'êtes pas d'accord avec elle? Même si vous n'êtes pas d'accord,
Vous pouvez respecter ses sentiments. Quelle est la troisième règle pour les conversations difficiles? Troisièmement, choisissez le bon moment et le bon endroit. Oh oui. Pas devant d'autres personnes. Pas lorsque vous êtes tous les deux fatigués ou affamés. Jamais quand vous avez très faim. Les célèbres conversations où l'on est à la fois affamé et en colère ne se terminent jamais bien. Jamais. Choisissez un moment où vous êtes tous les deux calmes, où vous avez du temps et où vous pouvez parler en privé. La conversation difficile a ainsi davantage de chances de bien se passer. Oui, vous créez les bonnes conditions pour réussir. Et la quatrième règle? Quatrièmement, concentrez-vous sur le problème, pas sur la personne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'attaquez pas la personne. Vous parlez d'une situation ou d'un comportement, pas de son identité ou de sa personnalité. Au lieu de dire « tu es égoïste », vous dites, lorsque tu fais cela, « je trouve la situation injuste ». Exactement. La première phrase attaque le caractère de la personne. La deuxième décrit un comportement. Les gens peuvent changer un comportement, mais si vous attaquez leur personnalité, ils deviennent défensifs et se ferment. Ils ferment leurs portes. Et lorsque les portes sont fermées, la conversation ne mène nulle part. Concentrez-vous donc sur le problème, le comportement ou la situation, et non sur la personne. Ce sont d'excellents conseils. J'ai l'impression que je dois tout noter. Bonne nouvelle, cette conversation reste disponible sur Talk Paris. Vous pourrez l'écouter à nouveau. C'est vrai. C'est pour cela que nous aimons cette chaîne. D'accord, tout le monde. Nous allons maintenant ralentir pour la partie pratique. Oui, c'est ma partie préférée. Nous prononçons les phrases lentement, et vous pratiquez avec nous. Répétez après nous. Vous êtes prêts? Allons-y. Première série de phrases, pour montrer que vous écoutez. Je comprends. Je comprends. Je t'écoute. Je t'écoute. C'est logique. C'est logique. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Très bien. Maintenant, tout le monde à la maison, dites ces phrases avec nous une nouvelle fois. Je comprends. Je t'écoute. C'est logique. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Je t'écoute. C'est logique. Je comprends ce que tu veux dire. Très bien. Deuxième série de phrases, pour montrer de l'empathie. Cela a dû être vraiment difficile. Cela a dû être vraiment difficile. Je suis désolée que tu traverses cette situation. Je suis désolé que tu traverses cette situation. Cette situation semble vraiment stressante. Cette situation semble vraiment stressante. Comment est-ce que tu te sens par rapport à cela? Comment est-ce que tu te sens par rapport à cela? Encore une fois, lentement. Tout le monde répète. Cela a dû être vraiment difficile. Cela a dû être vraiment difficile. Je suis désolée que tu traverses cette situation. Je suis désolé que tu traverses cette situation. Cette situation semble vraiment stressante. Cette situation semble vraiment stressante. Comment est-ce que tu te sens par rapport à cela? Comment est-ce que tu te sens par rapport à cela? Magnifique. Troisième série de phrases, pour poser de bonnes questions. Qu'est-ce que tu penses de? Qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que tu peux m'en dire davantage sur? Est-ce que tu peux m'en dire davantage sur... Comment as-tu vécu cette situation? Comment as-tu vécu cette situation? Quelle a été la meilleure partie? Quelle a été la meilleure partie? Et qu'est-ce que tu ferais différemment? Et qu'est-ce que tu ferais différemment? Ce sont d'excellentes questions. Répétons-les une fois encore. Qu'est-ce que tu penses de? Est-ce que tu peux m'en dire davantage sur? Comment as-tu vécu cette situation? Quelle a été la meilleure partie? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que tu peux m'en dire davantage sur... Comment as-tu vécu cette situation? Quelle a été la meilleure partie? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Parfait. Quatrième série de phrases, pour parler avec assurance et gentillesse. Je me sens. Lorsque. Je me sens... Lorsque... J'aimerais. J'aimerais... Est-ce que nous pouvons trouver une solution ensemble? Est-ce que nous pouvons trouver une solution ensemble? Je comprends ton point de vue, et j'aimerais également partager le mien. Je comprends ton point de vue, et j'aimerais également partager le mien. Cette dernière phrase est excellente en cas de désaccord. Répétons-la. Je comprends ton point de vue, et j'aimerais également partager le mien. Je comprends ton point de vue, et j'aimerais également partager le mien. Utilisez cette phrase. Elle ouvre une porte au lieu de la fermer. Elle ne ferme pas la porte. Très belle image. Et cinquième série de phrases, pour bien terminer une conversation. Merci de m'avoir parlé de cela. Merci de m'avoir parlé de cela. J'ai vraiment apprécié notre conversation. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Je vais réfléchir à ce que tu as dit.
Nous devrions bientôt reparler de cela. Nous devrions bientôt reparler de cela. Très bien. Dites toutes les phrases avec nous une nouvelle fois. Merci de m'avoir parlé de cela. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Nous devrions bientôt reparler de cela. Parfait. Vous vous débrouillez vraiment très bien. Coralie, avant de terminer, pouvons-nous parler de quelques erreurs fréquentes? Oh oui, excellente idée. Savoir ce qu'il ne faut pas faire est aussi utile que savoir ce qu'il faut faire. Quelles sont donc les erreurs les plus fréquentes dans la communication? Erreur numéro 1. Et nous en avons déjà parlé, interrompre les autres. Oui, interrompre l'autre personne et ne pas la laisser terminer. C'est une mauvaise habitude. Beaucoup de gens le font sans même s'en rendre compte. Faites donc attention au moment où vous avez envie d'interrompre. Prenez une respiration. Attendez. Laissez la personne terminer, puis parler. Erreur numéro 2, ne pas comprendre l'atmosphère de la pièce. Comprendre l'atmosphère de la pièce? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie comprendre la situation, l'humeur et l'énergie du moment. Est-ce vraiment le bon moment pour avoir une conversation sérieuse? Ou est-ce que tout le monde est stressé et fatigué? Donc, si votre ami vient de recevoir une très mauvaise nouvelle, ce n'est pas le bon moment pour faire des blagues. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Observez l'atmosphère et soyez sensible à ce qui se passe autour de vous. J'ai compris. Erreur numéro 3? Parlez trop souvent de soi-même. Oh, je pense que beaucoup de personnes font cela. Et moi aussi, parfois. Nous le faisons tous. Mais un bon communicant pose des questions sur l'autre personne. Il est sincèrement curieux de connaître sa vie. Il n'attend pas seulement que l'autre personne arrête de parler pour pouvoir recommencer à parler de lui-même. Exactement. Équilibrez la conversation. Partagez vos idées, mais écoutez également. Et posez aussi des questions. L'équilibre. C'est un mot très important dans la communication. Erreur numéro 4, utilisez un langage vague. Vague, cela signifie peu clair? Oui, vague signifie que ce n'est ni clair ni précis. Par exemple, je vais le faire bientôt, mais quand exactement? Demain? La semaine prochaine? L'année prochaine? Bientôt peut signifier n'importe quoi. Exactement. Ou encore, nous devrions nous revoir un de ces jours. Mais quand? Où? Et qui va organiser la rencontre? La phrase semble agréable, mais rien ne se passe, parce qu'elle n'est pas assez précise. Il faut donc être précis. Par exemple, je vais le faire avant jeudi, ou retrouvons-nous samedi prochain à 15h. C'est clair et précis, et une action peut réellement avoir lieu. Exactement. Et l'erreur numéro 5 consiste à supposer que les gens vous comprennent. Supposer, cela signifie penser que les autres comprennent sans avoir vérifié. Oui, ce n'est pas parce que quelque chose est clair dans votre tête que cette chose est claire pour l'autre personne. Il faut donc vérifier. Demandez, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me suivez? Vérifiez toujours. Ne supposez jamais. Ne supposez jamais. Très bien. Coralie, je pense que nous avons parlé aujourd'hui de nombreuses compétences importantes. Nous avons présenté 7 grandes compétences et 5 erreurs fréquentes à éviter. Mais j'aimerais te poser une question. Que peuvent faire nos auditeurs chaque jour pour progresser? Quelles habitudes quotidiennes peuvent-ils développer? Oh, j'adore cette question. Oui, parlons de petites habitudes quotidiennes. Je vais en partager quelques-unes. Nous t'écoutons. Habitude numéro 1. Pratiquez l'écoute active chaque jour. Pendant chaque conversation, essayez d'écouter réellement. Posez votre téléphone et concentrez-vous sur la personne. Une seule conversation par jour, avec toute votre attention, peut déjà faire une grande différence. Une énorme différence. Habitude numéro 2. Lisez des livres, regardez des films ou des séries en français. Cela vous aide à observer le fonctionnement de vraies conversations. Et vous apprenez de nouvelles expressions et de nouvelles manières de vous exprimer. Observer des personnes communiquer, même des personnages imaginaires, vous aide à comprendre le langage corporel, le ton et les émotions. Quelle est l'habitude numéro 3? Habitude numéro 3. Parlez tout seul. Sérieusement. Parler tout seul? Est-ce que les gens ne vont pas penser que je suis étrange? Peut-être un peu, mais cela fonctionne. Entraînez-vous à expliquer des choses à voix haute. Racontez votre journée à vous-même. Pratiquez des expressions françaises devant un miroir. En réalité, beaucoup de personnes qui apprennent une langue font cela. Et cette technique aide vraiment à développer la confiance en soi. La confiance est très importante et vous la développez en pratiquant, même lorsque vous êtes seul. Même seul, oui. Quelle est l'habitude numéro 4? Habitude numéro 4. Tenez un journal de communication. Notez une conversation que vous avez eue. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'auriez-vous pu dire différemment? Oh, j'adore cette idée.
Réfléchissez à vos conversations et apprenez grâce à elles. Chaque conversation est une leçon, si vous faites attention. Chaque conversation est une leçon. Répétons cela lentement. Chaque conversation est une leçon, Chaque conversation est une leçon. si vous faites attention. Si vous faites attention. Et l'habitude numéro 5 consiste à être patient avec vous-même. Oh, c'est peut-être l'habitude la plus importante. Oui, la communication est une compétence. Et les compétences demandent du temps. Vous ferez des erreurs. Vous direz parfois quelque chose d'inadapté. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Chaque erreur vous fait progresser. Chaque conversation inconfortable vous apprend quelque chose. N'ayez pas peur. Soyez curieux. Soyez courageux. Continuez. Continuez, toujours. D'accord. Tout le monde. Faisons un résumé. Reprenons rapidement les 7 compétences. Excellente idée. Compétence numéro 1, l'écoute active. Faites vraiment attention lorsqu'une personne parle. Compétence numéro 2. Parlez clairement et simplement. Utilisez des phrases courtes, exprimez une idée à la fois et vérifiez que les autres vous comprennent. Compétence numéro 3, montrez de l'empathie. Mettez-vous à la place des autres et comprenez leurs sentiments. Compétence numéro 4. Posez de bonnes questions. Utilisez des questions ouvertes et montrez une curiosité sincère. Compétence numéro 5, utilisez le langage corporel. Faites attention à votre posture, à votre sourire, à votre contact visuel et à vos gestes. Compétence numéro 6. Affirmez-vous. Soyez honnête et gentil. Utilisez des messages en « je ». Et compétence numéro 7, gérez les conversations difficiles avec calme. Restez calme, écoutez pour comprendre et concentrez-vous sur le problème, pas sur la personne. 7 compétences, 7 étapes pour devenir un meilleur communicant. Et vous pouvez commencer à pratiquer aujourd'hui, dès maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Pendant votre prochaine conversation, essayez simplement d'utiliser une compétence. Vous pouvez écouter plus attentivement ou poser une seule question ouverte. De petits pas, un grand changement. De petits pas, un grand changement. Très bien, tout le monde. Nous avons maintenant quelques questions auxquelles vous pouvez réfléchir. Elles vous aideront à analyser vos habitudes et à pratiquer. Vous êtes prêts? Question numéro 1. Pensez à votre dernière conversation. Est-ce que vous écoutiez réellement ou est-ce que vous réfléchissiez déjà à ce que vous alliez dire ensuite? Prenez un moment. Soyez honnête avec vous-même. Ce n'est pas grave. Nous sommes tous déjà passés par là. Question numéro 2. Y a-t-il dans votre vie une personne que vous considérez comme un excellent communicant? Qu'est-ce qu'elle fait différemment? Réfléchissez à ses habitudes. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre grâce à cette personne? Question numéro 3. Quelle est pour vous la partie la plus difficile de la communication? Écouter, parler clairement ou gérer les conversations difficiles? Identifiez votre difficulté, parce que c'est sur ce point que vous devez vous concentrer. Question numéro 4. Quand avez-vous montré une véritable empathie à quelqu'un pour la dernière fois? Comment cette personne s'est-elle sentie? Et comment vous êtes-vous senti? L'empathie est puissante pour les deux personnes, celle qui la reçoit et celle qui la donne. Et question numéro 5. Quelle est la seule chose que vous pouvez faire pendant votre prochaine conversation pour mieux communiquer? Une seule chose. Choisissez-la, concentrez-vous dessus et pratiquez-la. Et la prochaine fois, ajoutez une autre compétence. Pas à pas, petit à petit. Et avant même de vous en rendre compte, vous serez devenu un excellent communicant. Coralie, la conversation d'aujourd'hui était vraiment merveilleuse. J'ai l'impression d'avoir moi-même appris énormément de choses. Moi aussi. Et c'est ce qui est magnifique. Nous ne cessons jamais d'apprendre. Nous ne cessons jamais de progresser. En tant que communicant et en tant que personne. En tant que personne, oui. Merci à toutes les personnes qui sont restées avec nous aujourd'hui jusqu'à la fin. Cela compte énormément pour nous. Vous avez consacré votre temps à apprendre, à écouter et à pratiquer. C'est incroyable. Et cela montre quelque chose à votre sujet. Vous êtes une personne qui veut progresser et devenir meilleure. C'est magnifique. Continuez donc. Continuez à pratiquer. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est grâce aux erreurs que nous apprenons. Et souvenez-vous, le but n'est pas la perfection. Le but est la connexion. La connexion avec les personnes qui font partie de votre vie et avec le monde qui vous entoure. Et une bonne communication est le pont qui crée cette connexion. Le pont. J'aime beaucoup cette image. Pour continuer à pratiquer le français avec nous, abonnez-vous à Talk Paris. Nous sommes ici chaque semaine. Et si la conversation d'aujourd'hui vous a aidé, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela permet à d'autres personnes qui apprennent le français de nous découvrir.
Partagez cette vidéo avec un ami qui apprend le français. Il vous remerciera. Et maintenant, voici la partie la plus importante. Nous voulons connaître votre opinion. Répondez dans les commentaires. Laquelle de ces 7 compétences est la plus difficile pour vous? Est-ce l'écoute, la capacité de parler clairement, l'empathie, les bonnes questions, le langage corporel, l'affirmation de soi ou la gestion des conversations difficiles? Dites-le nous. Nous lisons chaque commentaire et nous adorons recevoir vos messages. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes ici avec vous. À chaque étape du chemin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Guillaume. Et moi, je suis Coralie. Prenez bien soin de vous. Et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir, tout le monde.